On nous a longtemps vendu le e-commerce comme le raccourci vers la liberté. C'était peut-être le cas en 2017, mais en 2025, pour la majorité des gens, ce rêve tourne au cauchemar. Moi aussi j'y ai cru, moi aussi je m'étais fait des plans sur la comète et moi aussi je me suis pris un mur. Des années plus tard, j'ai compris pourquoi la majorité de ceux qui se lançaient dans le e-commerce vivent exactement la même chose. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le e-commerce est loin d'être la solution miracle pour s'émanciper du salariat. Et surtout, je vais te montrer qu'il existe une alternative bien plus puissante, un chemin clair vers la liberté que tout le monde recherche, et ce chemin s'appelle le media buying. Le media buying, c'est l'expertise qui permet de gérer des campagnes publicitaires en ligne pour des entreprises et de transformer un budget publicitaire en chiffre d'affaires. Moi, c'est Romain, et comme beaucoup, je me suis lancé dans le e-commerce pour trouver une issue au salariat. J'avais espoir de devenir entrepreneur et de ne plus travailler pour quelqu'un. Mais après un échec cuisant et mes rêves qui sont partis en fumée, j'ai découvert le media buying. D'abord en tant que salarié, puis depuis 1 an et demi en tant qu'indépendant. Et depuis ce jour, absolument tout a changé. Ma conception du travail, de la liberté et même de la vie en général. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que certains médecins sans avoir à me soucier du chiffre du mois prochain. Je peux travailler absolument d'où je veux et j'ai du temps pour profiter de ma vie. C'est la liberté à son paroxysme. Dans cette vidéo, je vais partager mon retour d'expérience le plus sincère. Je vais t'expliquer les vraies limites du e-commerce, vues de l'intérieur en tant qu'ancien e-commerçant, mais aussi de l'extérieur en tant que prestataire qui a accompagné plus de 30 marques de e-commerce. Je vais te raconter aussi comment j'ai pris conscience que le media buying est l'un des meilleurs métiers à exercer en 2025, mais aussi en 2026. On verra ensemble comment il m'a permis de réussir là où le e-commerce m'a fait échouer. Et si tu cherches vraiment à gagner en liberté et t'éduquer sur les métiers du digital, abonne-toi. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo sur ces sujets. Au cours des mois, je me suis battu pour lancer ma marque e-commerce. J'ai été confronté à une multitude de limites. Le genre de limites qu'on ne décèle pas lorsqu'on manque d'expérience, mais que j'ai pu identifier des années après avec pas mal de recul. Et en accompagnant ensuite des trentaines de marques en tant que média buyer, j'ai compris que ces mêmes limites que j'avais rencontrées auparavant se répétaient partout. Et ça, quel que soit le marché, quel que soit le produit, et même quel que soit le niveau d'expertise dans le monde du e-commerce. La première limite, et pas des moindres, c'est le cash flow. Quand je me suis lancé, j'écoutais naïvement toutes les personnes qui me disaient qu'avec moins de 1000 euros, tu pouvais lancer ton e-shop, faire tes premières ventes et être rentable. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que dans 99% des cas, ça se passe pas comme ça. En réalité, tu vas te retrouver obligatoirement dans un de ces deux scénarios suivants. Le premier, tu démarres petit, tu comptes sur le bouche à oreille et tes 3 posts par semaine pour devenir viral. Tu te dis que tu vas économiser sur le marketing, miser sur Instagram et TikTok pour faire tes premières ventes. Le résultat, tu stagnes, tu ne vends rien et pendant ce temps, les petits frais asphyxient ta trésorerie. Shopify, les apps, la banque, les échantillons pour ton contenu. Ton business meurt à petit feu. Deuxième scénario, tu investis dans le marketing pour aller plus vite, mais là, tu t'en prends plein la face avec le poids des pubs, des influenceurs, de la logistique, des transporteurs, des retours, etc. Et même si tu fais des ventes, au moment où tu calcules ta marge, il ne reste que presque plus rien. Tu bosses, tu encaisses, mais ton compte en banque, lui, reste vide. Moi, j'ai vécu les deux. La première fois, j'ai voulu lancer une communauté autour de ma boutique dans une niche pour adultes. J'ai monté un compte Instagram à 5000 abonnés, j'avais des centaines de messages d'encouragement. Mais quand j'ai enfin lancé ma marque, presque personne n'a acheté. Et au fil des mois, entre les apps, le site et les frais annexes, j'avais déjà cramé plus de 2000 euros. Alors j'ai changé de stratégie, j'ai décidé de faire tapis. J'ai mis plus de 7000 euros dans les influenceurs, 800 euros en publicité sur Meta. Résultat, j'ai fait quelques ventes, mais pas assez pour pouvoir continuer. Et là, j'ai compris, peu importe la stratégie que tu choisis, petit feu ou gros tapis, dans les deux cas, c'est le cash flow qui finit par t'asphyxier. La deuxième limite et sans doute la plus sous-estimée, c'est la barrière à l'entrée. C'est-à-dire les obstacles qui empêchent les débutants de se lancer facilement. On a l'impression que le e-commerce est facile et à portée de tout le monde. C'était peut-être le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, en 2025, c'est tout l'inverse. Il y a plusieurs milliers de marques qui naissent chaque jour et au final, la concurrence devient rude. Se lancer dans le e-commerce, c'est plonger dans ce qu'on appelle en marketing un océan rouge, c'est-à-dire un marché saturé où chacun veut la plus grosse part du gâteau. Et pour s'en sortir, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Vous devez être excellent sur plusieurs points. Tout d'abord avec un produit de qualité supérieure à tous tes concurrents. Le marché ne te demande pas le produit du siècle, on te demande d'avoir une qualité supérieure à tes concurrents, de sorte à ce que les personnes qui ont acheté finissent par le recommander. Mais tout ça en étant au prix du marché, tout en maîtrisant suffisamment les marges pour faire du bénéfice. Tu dois ensuite être capable de faire un contenu qui buzz. Pas juste une photo de ton produit, non. Des vidéos pensées pour TikTok, Instagram, YouTube Short. Parce qu'aujourd'hui, sans contenu qui buzz, tu n'existes pas. Et évidemment, il faut maîtriser la publicité. Parce que même avec un bon produit, si tes campagnes Facebook ou TikTok Ads ne performent pas, tu perds de l'argent. Et crois-moi, tu peux cramer 500 euros en une journée sans rien vendre si tu ne sais pas ce que tu fais. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut aussi gérer la logistique. Avec les fournisseurs, les transporteurs, les retours, les clients mécontents. Tu penses que ton job, c'est
de vendre un produit, en réalité, tu passes ton temps à éteindre des incendies. Et au-dessus de tout ça, il y a le branding. Parce que si tu ne construis pas une vraie marque, les gens n'ont aucune raison d'acheter chez toi plutôt que chez tes concurrents. Et crois-moi, j'ai vu des dizaines de marques trébucher sur ces barrières. Mais il y en a une que je n'oublierai jamais, une marque de prêt-à-porter dédiée aux gamers. Les produits étaient hyper quali, fabriqués en France, avec des designs assez sympas. Ils avaient même décroché des collaborations énormes avec Xbox et League of Legends. De gros moyens étaient mis en place avec la gamification du site et de la communauté avec un système de récompense assez poussé, en plus d'un budget pub assez massif, avec plusieurs milliers d'euros dépensés chaque mois pendant plus d'1 an. Mais voilà, il manquait une chose essentielle, c'était le branding. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette image de marque. Les images et les vidéos sur les réseaux sociaux et en publicité manquaient totalement d'ADN, les messages n'étaient pas clairs et plutôt impersonnels. Alors voilà, à part une communauté ultra fidèle qui achetait des produits, pas grand chose ne se passait. C'était impossible d'aller chercher de nouveaux clients tout en restant rentable. Dans cet exemple, c'est le branding qui n'était pas suffisamment travaillé et qui a fait défaut à cette marque. C'est ça qui rend le e-commerce aussi cruel. Tu n'as pas le choix de maîtriser toute une palette de compétences variées pour réussir. Et si t'en manques ne serait-ce qu'une, c'est l'échec assuré. Avec tous ces récits d'e-commerçants qui ne décollaient pas ou qui coulaient du jour au lendemain, j'ai commencé à reconsidérer mes plans pour le futur. Mais hors de question de tirer un trait sur mes projets d'indépendance, je n'ai pas abandonné l'objectif, j'ai juste changé de fusil d'épaule. À cette époque, j'étais déjà média buyer en agence, je gérais la publicité en ligne de différentes entreprises et je me suis dit que c'était peut-être ça ma vraie porte de sortie. Exercer le métier que je faisais, mais en tant qu'indépendant. Sur la vingtaine de marques que j'ai accompagnées quand je bossais en agence, 90% d'entre elles étaient totalement dépendantes de la publicité. Plusieurs d'entre elles ont essayé de couper la publicité une bonne fois pour toutes et elles étaient sûres d'avoir développé une autorité suffisamment solide pour pouvoir prospérer, mais dans 100% des cas, elles ont fini par la rallumer en urgence. Et c'est là que j'ai compris une chose, la pub c'est l'oxygène des e-commerce. Tu peux avoir un bon produit, une belle communauté, mais sans publicité, la machine s'arrête. Et c'est ça qui rend le media buying si puissant, parce que si les marques n'ont pas le choix de faire de la publicité, elles n'ont pas non plus le choix d'avoir quelqu'un qui sait la gérer correctement. Ce besoin est tellement vital que tous les autres expertises passent en second plan. C'est pour ça que toutes les agences de publicité et tous les freelances cartonnent. Et à l'époque, j'avais l'exemple parfait devant moi avec l'agence dans laquelle je bossais. Chaque mois, j'avais de nouveaux clients à ma charge, ça ne s'arrêtait pas. Je me suis rapidement retrouvé sous l'eau à gérer la publicité de 16 entreprises en simultané. Je rapportais à mes patrons à moi tout seul plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et c'est justement en me rendant compte du chiffre d'affaires que j'apporte à mes patrons que je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et pourquoi je ne ferais pas la même chose pour moi? Alors j'ai décidé de me lancer en freelance. Et je pensais vraiment que les débuts allaient être super compliqués, surtout sur la partie prospection et sur la capacité à convaincre mes premiers clients. Mais contrairement à mon expérience dans le e-commerce, ça a été d'une facilité déconcertante. Les échanges avec les prospects étaient plutôt fluides, leurs besoins clairs, et mon pitch toujours très bien reçu. Il y a même certains clients qui sont venus à moi sans que je n'ai rien à faire. Et c'est là que j'ai compris qu'en me lançant à mon compte dans le media buying, j'avais mis les pieds dans un océan bleu. Et c'est justement ça, un des plus gros avantages du media buying. Tu exerces une compétence rare dans un marché où la demande est énorme et l'offre insuffisante. Aujourd'hui, absolument toutes ces boutiques e-commerce évoluent dans un marché où la concurrence est féroce. Et pour exister, elles n'ont pas d'autre choix que d'investir dans la publicité. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, elles n'ont pas les compétences pour les gérer. Résultat, elles se noient rapidement dans la masse à brûler leur budget sans retour. Et c'est justement là que le media buyer devient indispensable. Parce qu'avec autant d'e-commerçants en compétition, chaque marque a besoin d'un expert capable d'optimiser ses campagnes, de lui faire gagner de la visibilité et surtout de la rentabilité. En clair, le marché a besoin de toi, ton expertise passe au-dessus de tout. Je le vois tous les mois, des prospects viennent à moi directement grâce au bouche à oreille parce que je fais bien mon travail. Mais il y a une histoire qui m'a vraiment marqué. C'était un dimanche soir, je reçois un message d'un numéro inconnu, pas de présentation, pas d'explication, juste une phrase. Salut, je voudrais réserver un appel avec toi. Le lendemain, on se retrouvait en visio. Moi, je pensais que c'était juste un call de découverte pour comprendre ses besoins, parler de sa marque, poser les bases et peut-être dans un deuxième rendez-vous, lui présenter une stratégie et le faire signer. Mais à ma plus grande surprise, au bout de 15 minutes de conversation, sans que j'ai sorti le moindre argumentaire, il me dit simplement, c'est ok pour moi, envoie-moi le contrat et on commence dès que possible. Et c'est là que j'ai compris à quel point la demande pour des médias buyers dépassait l'offre. Pas besoin de convaincre, pas besoin de négocier. Quand la compétence est rare et recherchée, les clients viennent à toi et signent directement. Un deuxième énorme avantage du media buying, c'est que tu peux démarrer de rien. En e-commerce, tu dois tout construire en amont. Branding, site, contenu, pub, et seulement après, tu espères faire du cash. En media buying, c'est l'inverse. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Wi-Fi et rien de plus. La connexion aux plateformes publicitaires sont totalement gratuites. Ton seul actif, c'est ton savoir-faire et c'est largement suffisant pour générer tes premiers revenus. Quand j'ai démarré, je n'avais aucun budget à mettre dans un business. Et pourtant, j'ai pu lancer mon activité de media buyer uniquement grâce à ce que j'avais appris en agence. J'ai transformé mon savoir-faire en revenus sans avoir sorti un seul euro de ma poche. Et encore aujourd'hui, même avec une belle croissance, mes frais mensuels restent ridicules. 51 € par mois avec des abonnements comme Notion, ChatGPT qui ne sont pas du tout obligatoires. Donc quand je fais des mois à 8 756 € de revenus après impôt comme le mois dernier par exemple, il y a 8
705 € qui finissent directement dans ma poche. Le deuxième gros avantage du media buying, c'est justement la facilité de se lancer. Et cette facilité réside dans le fait que tu n'as besoin de faire qu'une seule chose, gérer des campagnes publicitaires. Et cette expertise, contrairement à ce qu'on imagine, est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux ou de 10 ans d'expérience dans le marketing. Avec de la curiosité, de la rigueur et un peu de pratique, tu peux déjà comprendre comment fonctionnent les algorithmes publicitaires, comment structurer une campagne et comment analyser les résultats. Et rien qu'avec ces bases, tu en sais déjà plus que 90% des gens qui essaient de gérer leur pub eux-mêmes. Là où un e-commerçant doit savoir jongler avec 10 casquettes, produits, branding, contenu, logistique, le media buyer doit se concentrer sur une seule chose, faire croître ses clients grâce à la publicité. Je peux te donner mon propre parcours comme preuve. Quand j'ai commencé, je n'étais pas un expert, j'ai appris les fondamentaux lors de mon stage de fin d'études dans une agence. Mon école ne m'avait servi à rien et en un mois, je suis passé de ne rien piger au media buying à gérer les campagnes publicitaires de 3 clients. Au bout de 5 mois, j'étais devenu la personne de l'agence qui pilotait le plus gros portefeuille de clients et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je travaille encore avec certains d'entre eux. Tout ça juste parce que j'ai décidé de me lancer et d'apprendre sérieusement une compétence sans attendre d'avoir le profil parfait. Si tu cherches vraiment à gagner en liberté et à t'éduquer sur les métiers du digital, abonne-toi. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo sur ces sujets. Ciao!